Le discours de la méthode. Si l'on vous parle de Descartes, il est fort probable que le premier texte qui vous vienne en tête à son sujet soit ce célèbre discours qui, pourtant, fut publié anonymement pour la première fois en 1637 à Leyde. Texte que, dans un souci de vulgarisation et contrairement aux pratiques alors en vigueur, celui-ci écrivit en français. Dans un français très élégant puisque c'est le français du XVIIe siècle, le français de Pascal ou encore de Molière. Pour information, Descartes est né en 1596 en Touraine et mourut en 1650, ce qui en fait donc un contemporain de Blaise Pascal. Il suivit de brillantes études chez les jésuites de la Flèche et obtiendra son baccalauréat ainsi qu'une licence de droit. Toutefois, malgré l'orientation juridique de sa formation initiale, celui-ci aura tôt fait d'en bifurquer, allant s'intéresser à quantité d'autres disciplines parmi lesquelles la mathématique, la physique, l'optique ou encore l'anatomie et bien sûr la philosophie. Car après tout, le discours de la méthode est aussi une œuvre philosophique et elle se divise en 6 parties. Ainsi, comme le préconise Descartes au sein même de son discours de la méthode, j'ai moi aussi décidé de diviser ce discours en autant de parties que celui-ci comprend. En d'autres termes, le discours se divisant en 6 parties, je ferai, afin de l'analyser, 6 vidéos. Et vous êtes ici sur la première. Le discours de la méthode s'ouvre ainsi. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Ainsi donc, pour Descartes, chacun d'entre nous est doué de bon sens, à savoir de raison, c'est-à-dire précisément de la capacité de raisonner, de juger des choses, de dire ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas, de distinguer le vrai du faux. Comment, à partir de là, si nous sommes tous égaux en matière de raison, se fait-il que nous puissions avoir donc des opinions aussi divergentes? La réponse est simple, elle vient précisément du fait que nous ne conduisons pas notre raison tous de la même sorte. Nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Ainsi donc, un jugement erroné ne trouverait pas pour origine un défaut de la raison, mais bien plus un défaut de méthode. S'appliquer donc à trouver et appliquer la bonne méthode, voici toute la quête de Descartes. Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode, par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre. Descartes se met donc en quête d'une méthode qui serait vertueuse par elle-même. Une méthode qui, pour fonctionner, n'aurait pas besoin de reposer sur l'intelligence de celui qui la manie. La méthode de Descartes doit permettre à quiconque en use d'être conduit presque mécaniquement à la vérité aussi défaillante, limitée et imparfaite que puisse par ailleurs être sa raison qui, à l'en croire, est égale en tout homme. Petit bémol, ceci dit, lorsque celui-ci nous explique que mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Descartes ne relativise pas ici la puissance de sa méthode, il a simplement le pressentiment ou la modestie de reconnaître que celle-ci n'est peut-être pas parfaite. Son objectif est donc d'instruire les hommes de son parcours en espérant que son parcours puisse éclairer d'autres que lui et à son tour les inciter, qui sait, à trouver peut-être une méthode plus efficace, moins perfectible que la sienne. Aussi conviendra-t-il que d'autres exercent leur esprit critique sur la méthode qu'il nous explique et qui fait l'objet du présent discours. En un sens, la méthode de Descartes est redevable d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est redevable de la critique qu'on pourra lui faire, et ce faisant, des failles que l'on pourra y trouver, et des améliorations qu'on pourra lui apporter, ce qu'il souligne d'ailleurs. Toutefois, il se peut faire que je me trompe et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Mais je serais bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis et d'y représenter ma vie comme en un tableau, afin que chacun en puisse juger, et qu'apprenant du bruit commun les opinions qu'on en aura, ce soit un nouveau moyen de m'instruire, que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Ainsi Descartes ajoute-t-il la critique, ou plus exactement la réception que recevra sa méthode au rang des outils utiles lui devant permettre d'accroître ses connaissances. Ainsi, loin de craindre la réception qui sera faite de sa méthode, Descartes l'accueille favorablement en la prenant comme une occasion de grandir en sagesse. Suite à cela,
Descartes nous explique tout au long de la première partie son ardent désir de connaissance et le parcours qu'il a emprunté jusqu'à la découverte de sa méthode. Ou plutôt pourrions-nous dire que sa méthode s'est formée, s'est forgée, s'est construite tout au long de son parcours. Mais avant de la découvrir, encore eût-il fallu la chercher. Et qu'est-ce qui fut à l'origine de cette recherche? L'impossibilité de trouver dans les disciplines qu'on lui avait jadis présentées comme devant lui permettre d'acquérir avec assurance des connaissances, les dites connaissances qu'il était venu y chercher. C'est donc la déception, le fait de ne pas trouver ce qu'il était venu chercher, qui a poussé Descartes, convaincu de l'existence de quelque chose que nous pourrions appeler la vérité, à la chercher ailleurs. C'est précisément ce qu'il nous explique en disant la chose suivante. J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et pour ceux qu'on me persuadait que par leurs moyens on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les apprendre. Mais Descartes nous explique que plus il avançait dans sa connaissance des lettres, et plus il découvrait l'étendue de son ignorance. Ainsi découvrait-il que, dans une sorte de paradoxe pascalien, plus il en savait, et moins il en savait. Après tout, ne dit-on pas que la science pose plus de questions qu'elle n'en résout, et que plus celle-ci progresse, plus elle ouvre de continents inexplorés qui ne font que mettre en exergue l'étendue de l'ignorance humaine. Et je voudrais ici citer un propos non pas de Descartes, mais de Pascal, qui, à mon sens, complète assez bien cette réflexion. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes, qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante, qui se connaît. Ceux d'entre deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Mais revenons à notre Descartes qui, après avoir cru pouvoir trouver la vérité, la sagesse dans les lettres et notamment dans la philosophie, puisque philosophie ne veut rien dire d'autre qu'ami de la sagesse, voilà que celui-ci revient sur son avis. Aussi décide-t-il de lire le grand livre qui se présentait à lui et qu'il qualifiait de grand livre du monde, et de l'interpréter par ses propres moyens. C'est précisément ce qu'il nous explique en nous disant « J'employais le reste de ma jeunesse à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient que j'en puisse tirer quelques profits. Car il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui importent et dont l'événement le doit punir bientôt après s'il a mal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet et qui ne lui sont d'autres conséquences sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité qu'elles seront plus éloignées du sens commun à cause qu'il aura dû employer d'autant plus d'esprit et d'artifice attachés de les rendre vraisemblables. Aussi Descartes est donc loin et critique même la figure de l'intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Non. Lui veut aller directement dans le monde, au contact du concret, d'autres peuples, d'autres coutumes, afin de mieux le comprendre et afin de mieux se comprendre. Ainsi, avant de nous la présenter tout au long de cette première partie, Descartes s'est-il fait fort de nous expliquer sa trajectoire. Et c'est justement ce contact avec diverses coutumes et diverses traditions qui le fait se questionner sur la réelle pertinence de celle-ci. Toute civilisation a ses coutumes, mais toute civilisation a des coutumes différentes.